Je suis ici ce soir pour vous présenter le logiciel Bee. Et pourquoi moi? C'est parce que je suis le product owner de Bee. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne, je vais vous faire une petite démo, la genèse et tout ça. Et je tiens également à remercier Dimitri ici présent qui est notre tech leader et c'est lui qui a conçu le logiciel de bout en bout. Alors, pourquoi Bee? Je vais vous raconter une petite histoire. Je vous l'ai dit, mon métier c'est d'être coach agile. Mais un jour, j'ai accepté une mission chez une grande agence de publicité pour une grande maison de luxe française en tant que directeur de programme. Et ce jour-là, pendant 6 mois, il a fallu, devant des comités de direction de cette grande maison de luxe, justifier d'un retard de 2 ans sur un développement d'une plateforme e-commerce pour cette grande maison. Et pendant 6 mois, tous les mois, il a fallu que je montre des chiffres d'avancement sur quelque chose que l'on ne maîtrisait pas, parce qu'on avait 2 ans derrière nous, complètement chaotiques. Ensuite, après ces 6 mois, j'ai eu une deuxième mission en tant que super Scrum Master d'un grand opérateur de paris en ligne. Et rebelote. On me fait intervenir pour pouvoir redresser le cadre, le tir, sur un programme de refonte de ce site internet qui dure depuis 2 ans, sur lequel on n'a aucune visibilité du périmètre effectué, du périmètre restant à faire et de la fameuse date de livraison. Donc, deuxième constat. Troisième mission, AXA, transformation à grande échelle. Et voilà, on entame toute cette politique de déploiement de l'agilité par vague, plusieurs projets en parallèle. On prouve par le ressenti que ça fonctionne, mais il fallait factualiser concrètement les choses pour pouvoir justifier que l'agilité fonctionne. Et donc Bee, c'est le résultat de ces 3 expériences où on s'est rendu compte que en agile, c'est bien, effectivement, ça apporte beaucoup de choses, ça fait progresser les entreprises dans le bon sens. Pour autant, on a oublié le côté factualisation des choses. Et on se retrouve bien trop souvent dans des situations où on perd le contrôle complet de nos projets en agile parce que l'agilité a mal été implémentée et qu'on n'a pas les bons outils pour pouvoir savoir ce qui se passe. Donc Bee va répondre à ça. Ces 2 questions. Comment piloter sans visibilité en agile et comment s'améliorer sans mesure. L'amélioration continue, Stéphane en a parlé tout à l'heure, c'est très bien. En Scrum, on connaît la fameuse rétrospective en fin de sprint, où l'équipe se réunit pour pouvoir discuter de ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé pendant le sprint. On prend des actions d'amélioration. Comment on mesure que ces améliorations ont apporté un bénéfice? En général, c'est de l'ordre du souhait, du vœu. Mais concrètement, est-ce qu'on sait qu'on s'améliore? Pareil, on manque de factualisation. Donc Bee, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Bee, c'est un logiciel agréable, j'insiste sur le mot agréable, simple d'utilisation, j'insiste également sur le mot simple d'utilisation, parce qu'il y a beaucoup de logiciels agiles sur le marché qui existent, qui sont juste inutilisables, qui propose les 2 fonctionnalités suivantes. En tant que décideur, je veux rapidement avoir la bonne visibilité sur l'avancement de mon produit afin de piloter efficacement sa réalisation en agile. Première grande fonctionnalité auquel Bee va répondre. Deuxième fonctionnalité, en tant qu'équipe agile, je veux mesurer mon activité de développement afin d'instaurer une vraie dynamique d'amélioration continue basée sur des faits, sur du factuel et non plus sur du ressenti. Comment ça marche? Eh bien, tout d'abord, on va récolter des données à partir de vos logiciels que vous utilisez pour gérer vos backlogs. Une fois qu'on a récolté ces données-là, on va analyser ces données suivant 4 axes. Le premier, la gestion du backlog.
et on va chercher à améliorer sa qualité. B va permettre de répondre aux questions suivantes. À quelle date mon produit sera-t-il livré? La fameuse date. Comment évolue le périmètre? Ça, c'est une des grandes dérives de l'agilité. On rajoute des user stories, le périmètre ne cesse d'évoluer. Du coup, la date décale. Combien de jours sont nécessaires pour terminer le produit en cas de décalage? La date de livraison continue-t-elle de changer, de se décaler? Est-ce qu'on est en situation de dérapage permanent ou est-ce que ça se stabilise? Les fonctionnalités sont-elles réalisées suivant les priorités métiers? Bonne question. La fameuse priorisation par la valeur business. Est-ce qu'on la respecte bien? Est-ce qu'on développe le logiciel dans le bon ordre? Quand peut-on livrer un produit minimum? Si on se dit on n'a plus de budget, la date est atteinte. On se dit on arrête le périmètre, il faut sortir quelque chose. Est-ce qu'on en est capable? Ou est-ce qu'on s'arrête? Et enfin, le chiffrage des fonctionnalités est-il pertinent? Les fameuses estimations d'équipe. Estimations qui sont importantes justement dans cette projection et dans la manière dont on va travailler la fluidification et ainsi de suite. Deuxième axe, B va parler de budget. Ça, en agile, c'est un peu tabou en général. On ne parle pas d'argent. Et pourtant, quand on arrive à un certain niveau, justement, de donner cette visibilité-là, c'est bien d'argent dont il s'agit. Et l'agilité, elle ne dit pas qu'on ne parle pas de budget. C'est quelque chose qui a été mis de côté, sûrement par des situations de confort ou autres. Pour autant, il faut pouvoir en parler, savoir où l'on est, comment on le consomme. Donc, première question, le budget est-il respecté? On a un budget initial. Où on en est par rapport à ce budget-là? S'il n'est pas respecté, de quelle enveloppe supplémentaire ai-je besoin? Je ne respecte pas mon budget, ma date décale, j'ai besoin de budget supplémentaire, mais de combien j'ai besoin de budget? Et enfin, quel est le coût moyen d'une fonctionnalité? Justement, on est dans des situations où le product owner rajoute des fonctionnalités, ça ne se développe pas forcément par la business value. Lorsqu'on arrive avec une nouvelle fonctionnalité et qu'on sait combien ça coûte, en moyenne, ça aide à réfléchir. Troisième axe, on va travailler sur la qualité des développements de l'équipe. Première question, mon équipe produit-elle un logiciel de qualité? Comment on peut savoir ça? Mon équipe produit-elle de nouvelles fonctionnalités? À savoir, est-ce que mon équipe est en train de corriger des tonnes de bugs, et donc elle n'apporte pas de valeur à son produit? Ou est-ce qu'au contraire, elle enrichit le produit avec des nouvelles fonctionnalités? Mon équipe détecte-t-elle les anomalies au plus tôt, au fur et à mesure? Est-ce qu'on fait du test de manière continue? Ou est-ce qu'on les fait à la fin, en phase de recette? Le pendant, mon équipe corrige-t-elle les anomalies au fur et à mesure? Est-ce qu'on attend la fin pour corriger toutes les anomalies? Et enfin, la qualité de mon produit s'améliore-t-elle? Donc mon équipe, si elle est dans une situation où elle fait de la non-qualité, comment cette non-qualité évolue? Est-ce que l'équipe a pris des mesures pour s'améliorer? Et comment on peut le constater? Comment on peut le vérifier? Et enfin, dernier axe, la capacité de l'équipe. La capacité de l'équipe, c'est un mot tiré de Kanban. Derrière le terme capacité, il y a plusieurs choses. Il y a le débit, le cycle time, il y a plusieurs mesures. En tout cas, c'est cette fameuse production. L'équipe peut-elle tenir les délais? Encore une fois, on parle de date. Est-ce qu'on va le tenir, ce délai-là? La date qu'on annonce, la prédictibilité, est-ce qu'elle est fiable? Si on a trop de variabilité dans la production, les dates qu'on annonce, est-ce que ça a de la valeur? L'équipe s'améliore-t-elle par rapport à cette prédictibilité-là? Est-ce que son débit s'améliore? Est-ce que son cycle time s'améliore? Son temps de traversée? Quel est le temps moyen pour développer une fonctionnalité? Pareil, le product owner qui rajoute des fonctionnalités, on connaît le coût, on sait combien de temps en moyenne ça prend. On est en capacité de le prendre ou pas. Des collaborateurs sont-ils bloqués? Est-ce qu'il y a des blocages dans le flux de production? Si oui, comment je les détecte? Parce que si je ne les détecte pas, je ne peux pas les régler. Et enfin, quel est le temps moyen passé dans chaque étape du flux de production? Bonsoir. Donc là, on est vraiment, encore une fois, dans une logique Kanban. On a un processus de développement. Le cycle time, c'est ces fameux temps de traversée. Je peux également regarder le temps moyen passé dans chaque activité. Quand on est dans des situations de goulot étranglement, où il y a l'équipe qui est sous-staffée potentiellement dans certaines activités du processus, comment je le détecte?
Donc tout ça va nous permettre à l'équipe, par les faits, de pouvoir prendre les bonnes mesures correctives. Et enfin, BI, ce n'est pas simplement un logiciel, c'est également une démarche d'accompagnement. Si demain je vous laisse seul devant BI, vous allez récolter tout un tas de chiffres, vous allez pouvoir visualiser des graphiques. Pour autant, ça peut être dangereux. Comment on va interpréter les chiffres? Comment on va savoir, par rapport à tel ou tel chiffre, tel ou tel graphique, les actions qu'on peut mettre en place pour pouvoir s'améliorer? Donc BI, on ne vous lâche pas tout seul devant, on va vous accompagner pour pouvoir vous apprendre, vous former sur le logiciel, apprendre à comprendre ce que ça veut dire et surtout quelles sont les bonnes actions à mettre en place derrière. Et cet accompagnement-là, on va le faire en 2 étapes. Tout d'abord, l'état des lieux. On va collecter les données, on va les intégrer dans BI pour pouvoir savoir déjà d'où l'on part. Donc tout ça, c'est de l'accompagnement, de la formation. Et après, on va entamer des cycles d'amélioration continue, sous forme de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, si vous êtes en sprint ou autre. Et pendant ces cycles-là, on va vous aider au choix, à l'analyse et au choix des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour pouvoir vous améliorer. On va vous accompagner dans la mise en œuvre à chaque cycle. Et à la fin d'un cycle, on va vous aider à comprendre ce qui s'est passé pour savoir si ça a marché ou pas et savoir ce qu'il faut faire pour continuer à s'améliorer. Voilà les grands principes de BI. Maintenant, je vous propose une petite démonstration. La démonstration va se passer sur le 2e écran. Première étape de BI, vous avez ce qu'on appelle un happy board. Merci Dimitri. Ce qu'on appelle un happy board, c'est toute cette zone ici où on va retrouver nos 4 axes d'analyse, le backlog, le budget, la qualité, l'équipe, et on va remonter un KPI pertinent et une météo. Ce qui va vous permettre, au premier coup d'œil, de pouvoir visualiser l'état de votre situation sur chacun de ces axes-là. Et en fonction de la situation, vous avez la possibilité de rentrer dans le détail de chacun de ces axes-là pour comprendre ce qui se passe par les faits. Première étape, on va rentrer dans le backlog. Le backlog, donc je vais vous montrer quand même qu'il y a quand même une série de graphiques qui traversent les différents axes. Et donc les premiers graphiques du backlog, c'est cette fameuse prédictibilité. Vous allez retrouver ici la courbe en vert foncé d'évolution de votre périmètre et la courbe de réalisation de votre équipe par rapport à une deadline que aujourd'hui on est ici par rapport à une deadline qu'on est fixée et là la date d'atterrissage par rapport à votre capacité d'équipe. Est-ce que vous connaissez ce graphique-là? Oui, je vois des têtes. Ouais. On le connaît souvent en Scrum, on appelle ça des burn-up. En Scrum, il est basé sur de la vélocité, de l'estimation d'équipe et du constaté. Ici, on va utiliser ce qu'on appelle le débit, le nombre de user stories, basé sur un historique. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que l'on voit sur ce graphique-là? C'est un cas concret. Hein. Pardon, qui a parlé? Oui. Ouais. Exactement, ici. Donc là, c'est le débit de l'équipe semaine par semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la courbe vert foncé? C'est l'évolution du backlog. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ça arrive au fur et à mesure? Ok. Et du coup, par rapport à notre deadline, on est comment? On n'est pas bien? Vous voyez le décalage ici? On a un périmètre qui évolue. Ici, la projection, on l'a stabilisée, mais rien ne nous garantit qu'il ne continue pas d'évoluer. Et pourtant, on est déjà en dehors de notre date de livraison. C'est basé sur des faits, c'est basé sur un historique de réalisation de l'équipe, sur le débit réel, pas de l'estimation. C'est vraiment ce que l'équipe est en capacité de produire. Ça vous parle, ça? Donc là, je détecte que potentiellement, il y a quelque chose qui ne va pas, par les faits. Je vais aller creuser, je vais aller voir les gens, je vais aller voir l'équipe, et on va regarder ensemble ce qui se passe
et ce que l'on peut faire pour pouvoir soit tenir la date, soit décaler la date, récolter du budget, et ainsi de suite. La logique de BI, elle est là. On va factualiser des situations, et en fonction de ça, on va aller creuser, on va aller voir les gens, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Mais en tout cas, ça sera sur des faits, des choses concrètes. Oui. Les user stories sont plus ou moins complexes aussi. Alors, exactement. La granularité des user stories. Ça a du sens, cette prédictibilité, si on a travaillé sur la granularité. Si on a une trop grande variabilité dans la complexité ou les tailles des US, qu'est-ce que ça vaut? Donc là, on annonce des dates. Quelle est la qualité de cette date, justement? D'autres graphiques vont me permettre de savoir si cette estimation tient la route ou pas. Deuxième exemple de graphique, on appelle ça un feature matrix. Ici, vous avez l'avancement de votre backlog par ce qu'on appelle des MMF, des grandes fonctionnalités, Minimum Marketable Feature. Ce sont des fonctionnalités qui sont classées par business value. La MMF 3 est plus importante que la 2. Alors, tenez pas compte du wording, mais en tout cas, elles doivent être réalisées dans l'ordre, puisque fonctionnellement, elles ont plus d'importance. Qu'est-ce que l'on voit ici sur ce graphique? Donc, je vous lis la légende. En vert foncé, c'est ce qui est done. En vert moyen, c'est ce qui est en cours. En vert clair, c'est ce qui est encore à faire. Classé fonctionnalité par fonctionnalité. Pardon? La première fonctionnalité la plus importante n'est pas terminée. On a développé les deux autres. Qu'est-ce qu'on peut dire sur celle derrière? Elles sont en cours de développement. C'est bien ou c'est pas bien? Ce qui est dommage, c'est que celles les plus à droite soient les plus avancées. Complètement. Alors que celles du milieu sont plutôt à réaliser encore. Complètement. On parle de business value, c'est-à-dire que celles qui ont moins d'importance sont plus avancées que celles qui sont au milieu. Ça, c'est parce qu'on a en plus mis des bonnes pratiques de gestion de backlog, où on a structuré un backlog suivant des MMF et qu'on a priorisé donc par la valeur. On se rend compte que cette priorisation n'est pas réalisée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être des contraintes, peut-être des adhérences avec d'autres équipes. Comment on fait? Troisième exemple. Du coup, j'ai ma date, je ne vais pas la tenir. Voilà le pourcentage de réalisation de mon périmètre. Qu'est-ce que j'arbitre? Je sais que je ne vais pas tenir ma date. J'ai la 7 qui est presque terminée, la 6 qui est à la moitié, la 5 et la 4 qui sont à peine commencées. Qu'est-ce qui vaut mieux? C'est intéressant ça. Est-ce qu'il faut continuer la 7 et la 6, arrêter la 5 et la 4 parce qu'au moins je les ai commencées, je suis en capacité de les terminer? Ou alors j'arrête de les développer parce qu'elles ont moins de valeur business et je mets tout mon effort sur la 4? Je ne sais pas. BI ne répond pas à ça. Pour autant, je vais aller voir les équipes. Et ça, c'est un outil d'arbitrage, en copie, en codir, pour dire voilà, qu'est-ce qu'on fait, on ne tient pas la date, on peut arbitrer le périmètre, voilà où on en est. Voilà les solutions qui s'offrent à nous. C'est factuel. Ça ne donne pas de solution, ça aide à prendre des décisions. Là, c'est la répartition des MMF par taille, granularité. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On se rend compte qu'on a des MMF plus ou moins de même granularité. Donc on a un découpage homogène en termes de fonctionnalité. C'est plutôt pas mal. La complétion du backlog. On se rend compte qu'on a 74% de done, 16% in progress et 9% à faire. 16% in progress en cours, est-ce qu'on n'a pas un WIP, un work in progress trop important? Peut-être qu'on a une dispersion. Ou alors ça veut dire potentiellement qu'on a des blocages. En tout cas là, on détecte encore une fois qu'il y a peut-être un axe d'amélioration. On va creuser. Le fameux chiffrage, l'estimation de l'équipe. Ici, on a une répartition du backlog suivant des tailles de user story. On se rend compte qu'on a des petites tailles ici qui ont une bonne répartition dans le camembert, des grandes tailles ici qui sont plus petites répartitions. C'est bien ou c'est pas bien? Et toute une partie, une demi, qui n'est pas du tout chiffrée. C'est bien ou c'est pas bien? J'ai pas de réponse absolue. Hein. Il y a des contextes c'est bien, d'autres non. Pour autant, on se rend compte que là, dans la partie du bas, on a très peu de grosses user stories. Ça veut dire qu'il y a eu un redécoupage assez fin pour avoir une granularité homogène. Pour autant, on a la moitié du backlog qui n'est pas chiffré. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils ont fait du développement sans chiffrage? Est-ce que c'est normal puisqu'on n'est pas encore à ce stade dans le flux d'estimation? Est-ce qu'on souhaite tout estimer avant de commencer ou pas?
À voir. En tout cas, ici, je détecte, encore une fois, qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Toujours dans l'estimation de ces tailles de user story, là, c'est par temps moyen de réalisation. On se rend compte qu'entre la première taille et la deuxième, effectivement, on a le double. Donc ça prend plus de temps, c'est normal. On a chiffré à l'étape supérieure. Pour autant, là, on a 3 tailles intermédiaires, c'est quasiment le même temps. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir ces 3 tailles intermédiaires vu que c'est le même temps de développement? Peut-être que le chiffrage, il faut le rationaliser, on gagnera du temps dans les séances d'estimation. Et enfin, la size 8, on voit que c'est quand même le double. Donc ça a du sens. Bonne qualité d'estimation ici. Pour autant, les 3 là, peut-être qu'il faut rationaliser ces 3 tailles-là. Et ici, on se rend compte qu'on en a un petit pourcentage qui a été réalisé, mais qui n'a pas été chiffré. C'est bien ou c'est pas bien? Ben là, dans ce cas-là, c'était des anomalies. On avait décidé de ne pas chiffrer les anomalies. Donc là, c'était normal. Pour autant, dans certains contextes, ça peut être un problème. Encore une fois, on détecte les choses. Ça, c'est le backlog. Juste avec 4 graphiques, on a factualisé une situation, on a déjà détecté des choses potentielles qu'on pouvait aller creuser et améliorer. Donc on va aller voir les gens, on va aller voir les équipes et on va chercher à comprendre ce qui se passe pour les aider à s'améliorer. Le budget. Comment mon budget est consommé? Quelle est l'évolution du coût de mon projet? On se rend compte que là, on a un coût de projet qui explose sur la fin par rapport à mon budget initial. Qu'est-ce qu'on fait? Par rapport au budget, quelle est l'évolution du coût moyen d'une user story? Semaine par semaine. On se rend compte qu'il y a des semaines où ça explose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une user story en moyenne coûte plus cher ces semaines-là? Et enfin, dans mon backlog, j'ai 21% de bugs. C'est bien ou c'est pas bien? Mes bugs, ils sont déclarés quand? Je vous parlais de cette fameuse phase de recette. Une bonne pratique, je ne dis pas que c'est la bonne pratique, une bonne pratique, c'est de déclarer les bugs au fur et à mesure. C'est de faire des tests en continu. Je développe quelque chose, je teste et je le corrige tout de suite. Ça évite des allers-retours dans des phases ultérieures. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas fait de test au départ. Et puis tout d'un coup, on se réveille. On fait des tests. De nouveau, courbe à plat. Soit mon équipe fait de la super qualité sur ces phases de temps-là, soit effectivement, ils ne font pas de test en continu. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Autre élément de réponse. À quelle vitesse ils corrigent les anomalies? Au départ, pas de correction d'anomalies. Là, on s'est mis à les corriger. De nouveau, pas de correction. Si on fait le pendant avec le graphique d'avant, on se rend compte qu'ils font, en fait, c'est les phases de recette. Ils déclarent les bugs sur une phase de temps, ils les développent, ils les corrigent sur cette même phase de temps. C'est bien ou c'est pas bien? Le bug ratio. Très intéressant le bug ratio. Combien de bugs en moyenne je génère par user story développé? Combien de bugs en moyenne je génère par user story développé? Ici, on se rend compte qu'on a un pic aux alentours du mois de juillet. Et notre moyenne de bug ratio sur ce projet-là, il est aux alentours de 0,3. Donc pour chaque user story développé, je déclare 0,3 anomalie. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est de la non-qualité? Est-ce que c'est normal dans le contexte? Comment je fais pour descendre ce taux d'anomalie? En tout cas ici, on a factualisé ces pics. On s'est rendu compte que dans cette période-là, qui correspond à cette fameuse phase de recette, on a déclaré beaucoup plus de bugs. Et donc ici, on a le taux de ratio qui diminue. L'équipe. Ça, c'est son débit. En nombre, toujours en nombre. Dans ce débit-là, on va faire la distinguo entre les US et les anomalies, les deux couleurs. On voit qu'on a un débit qui tient ici. Tout d'un coup, paf, on a eu un pic de débit ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, ça redescend. Quel est le cycle time de mon équipe? Cycle time du moment où une story est émise, identifiée par le product owner, jusqu'au moment où les tests sont terminés. On se rend compte que ce temps, au départ, il est plus ou moins constant.
et ce temps prend de plus en plus d'importance. Qu'est-ce qui se passe? En plus, on a une grande variabilité sur les temps. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça prend de plus en plus de temps à traverser le système? Les stories que j'ai en cours, par rapport aux stories done, on a une moyenne. Ce sont des stories qui sont en train d'être réalisées. Ici, on a un écart type, c'est l'écart au-dessus duquel on ne souhaite pas aller par rapport à tout ce qui s'est passé. On se rend compte qu'on a tout un tas d'user stories qui ont dépassé cet écart type. Il y a des blocages. On sait sur quel user story il y a des blocages. Qu'est-ce qui se passe? On est en train d'exploser les temps de développement. Qu'est-ce qui se passe sur ces user stories-là? Il y a des blocages. Lesquels? Est-ce qu'on est en train de les traiter? La vision du cycle time, l'évolution du cycle time dans le temps, et non plus par user story, ça nous permet de voir comment le cycle time explose dans la durée de vie du projet. Et on voit bien que sur la phase de temps de fin, le cycle time est en train d'augmenter de manière colossale. Il se passe des choses. Et enfin, la répartition de ce cycle time suivant le nombre de jours, distribution spectrale. Dernier graphique intéressant, c'est l'effet démo. C'était le dernier, forcément. Il n'apparaît pas. C'était un cumulative flow diagramme qui vous permet de voir les 3 étapes et mesurer votre work in progress, le nombre d'éléments en cours par étape du flux de production. Ce graphique-là vous permet de détecter visuellement des goulots d'étranglement. Et en fonction des pentes des courbes, vous allez pouvoir visualiser si votre débit dans chacune des activités de votre processus est bon ou pas. Si les courbes sont plates, le débit est faible. Si les courbes sont hautes, le débit est important. Et si les courbes en plus sont toutes parallèles, ça veut dire que le flux est homogène. Donc ce graphique-là est très intéressant pour savoir ce qui se passe sur l'ensemble de votre flux de production. Voilà, je vous ai fait une démo rapide de BI, de l'ensemble des graphiques et des indicateurs qu'ils pouvaient vous fournir. J'essaie de vous passer des messages en fait, à travers ce petit exercice-là, en vous disant que BI n'apporte pas de solution. BI factualise des situations pour pouvoir déclencher de l'amélioration continue. Je voulais vous montrer également que ce n'était pas forcément facile à lire. Pour justifier l'accompagnement, attention à l'analyse que vous allez en faire, parce que les chiffres mal interprétés peuvent être dangereux. Et on a eu le cas sur pas mal de périmètres où tout de suite c'est la faute de l'équipe. L'analyse complète de ces indicateurs-là permet de voir que à certains moments, c'est soit en amont, soit en aval. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Comment toutes les données sont rentrées dans l'outil? BI, je vous l'ai dit, on a de la collecte d'informations. Pour cette première version, nous avons utilisé ce qu'on appelle un fichier pivot. Et ce fichier pivot, c'est un extract qui prend cette forme-là. Ça charge. Donc, c'est une liste à plat de user story. Et pour chaque user story, on a besoin d'un certain nombre d'informations. Tout d'abord, un identifiant. Un type de user story. Soit c'est une story, soit c'est une anomalie. On ne fait pas le distinguo user story donc fonctionnel et story technique. On rassemble tout ça sous le terme story. Les features, la catégorisation que je vous ai montrée dans les histogrammes, MMF. L'effort, c'est cette fameuse estimation en points. Et des dates de passage. La première date, à quelle date ma user story a été créée par le product owner. Deuxième date, à quel moment le product owner a commencé à travailler dessus. Ce n'est pas parce qu'elle a été identifiée que le product owner a commencé à l'écrire, la user story. Troisième date, à quelle date le product owner a terminé d'écrire la user story, ça veut dire à quelle date la story est ready. Quatrième date, à quelle date l'équipe a terminé de développer. Dernière date, la date de done. C'est des données assez simples à récolter. On a chez AXA TFS qui nous fournit directement ces informations-là. Et il n'y a pas beaucoup d'informations par user story. Comment ça fonctionne derrière? Donc vous avez vu ce fichier-là. Je vais faire un nouvel import. Donc j'ai cette pop-in qui s'ouvre. Je vais faire un drag and drop du fichier ici. Et dans la partie à côté, nous avons l'ensemble des données qui sont demandées avec le format et un check qui me dit si ça va, si ça ne va pas. Là, j'ai un fichier qui marche, c'est celui que je vous ai montré. Donc, il m'a checké que toutes les colonnes étaient correctes. À partir de là, je passe à l'étape suivante
et j'ai quand même besoin de méta-informations sur mon projet, notamment pour le budget. Première chose, je vais lui donner un titre. Là, je l'avais appelé projet démo. Donc je vais appeler projet démo 2. Le budget, on va mettre un chiffre au hasard, on va mettre 800K. Le budget initial fixé pour le projet. C'est l'enveloppe budgétaire. Alors, oui, par rapport au budget fixé pour l'équipe. Et justement, on va rentrer le nombre moyen de personnes qu'il y a dans l'équipe sur la durée de vie du projet. Ici, on était à 10. Et enfin, le TJM moyen. J'ai une date de début de ce projet, une date de démarrage, un kick-off, et j'ai une deadline prévue. Et là, la deadline était prévue au 31 octobre. À partir au moment où j'ai rentré toutes ces informations-là, je génère et paf, mon rapport apparaît avec tous les graphiques dont je vous parlais. Peut-être que j'ai récupéré le CFD, je n'ai pas récupéré le CFD. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Par rapport à la notion d'apprentissage continu Oui. et à tout ce qui peut être ABAC, comment est-ce qu'on génère une intelligence un point au-dessus sans ce projet? Alors, cette consolidation de portefeuille, effectivement, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore traité. C'est dans la roadmap. Ce qu'on pense faire, c'est intégrer l'ensemble des projets d'un portefeuille suivant ces chiffres-là pour remonter des indicateurs consolidés pour pouvoir savoir l'état de mon portefeuille à plus haut niveau. Justement, c'est une discussion qu'on a avec Stéphane en ce moment. Ce n'est pas encore traité par BI. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'ai répondu, ça va? Allez-y. Par rapport à la notion d'adhérence avec des périmètres qui ne sont pas en agile, Ouais. comment vous gérez? Est-ce qu'il faut considérer des développements non agiles comme des boîtes noires? Quelle est l'approche? Parce que finalement, si un projet global dans une approche transformation processus de l'entreprise s'appuie sur une partie front qui sont en agile et sur des parties Technique, back. classiques qui sont avec des boîtes noires, on peut avoir le maillon faible et tout est planté ensemble. Comment est-ce qu'on gère Alors, ce risque? c'est typiquement une organisation en component team, des équipes techniques, pour faire le parallèle avec les feature teams, qui vont avoir des adhérences entre elles dans la planification des choses. Si on parle de l'équipe front, je ne vais pas pouvoir développer une fonctionnalité de mon front tant que je n'ai pas la partie technique qui m'a été livrée. Et même des fois, je suis livré, ça ne va pas, il y a des allers-retours et je suis quand même bloqué. BI ne va pas permettre de piloter à proprement parler ça. Par contre, BI va pouvoir montrer, factualiser où sont les points de blocage, notamment sur les user stories qui sont en cours. J'y arrive. Tac. Le work in progress. Où là, potentiellement, ces user stories qui sont en train d'exploser dans le temps, ça veut dire qu'il y a un point de blocage quelque part, donc sûrement une adhérence qui n'est pas réglée. On va pouvoir le visualiser, j'en suis désolé, à travers le cumulative flow, où justement on a des courbes qui vont s'écarter les unes par rapport aux autres, donc on va détecter des goulots d'étranglement sur certaines activités et autres. Par rapport à ça, une fois qu'on aura détecté ces adhérences-là, encore une fois, on aura une logique, on va chercher à comprendre ce qui se passe. On a identifié les user stories où ça n'allait pas, le graphique nous le dit, et donc là, on va pouvoir creuser et faire de l'amélioration continue et de la résolution d'obstacles. Donc on va factualiser pour chercher à comprendre ce qui se passe. L'outil en lui-même ne va pas vous donner les bonnes méthodes de gestion. Par contre, l'accompagnement qu'on met avec BI, et ça j'insiste là-dessus, c'est qu'on va pouvoir vous donner des solutions par rapport à ces constats-là. La gestion des adhérences est un problème, effectivement. Après, on rentre dans des logiques de réseau de Kanban ou autres, comme on fait pour piloter tout ça avec des notions de portfolio et autres. Oui. Là, on travaille sur un jalon à la fois. Les données qu'on va inputter dans le système, c'est tout relié à un jalon en particulier. Alors, dans un projet, on a plein de jalons. Alors, on peut faire les deux. Alors, on peut fonctionner en mode produit, mode release. On peut fonctionner en mode projet, mode release. On peut fonctionner en mode produit. Ouais. Par rapport au graphe qu'on a vu au début où il y a la deadline, ça se fait comment par rapport entre les deadlines et les backlog? Alors, j'ai peur de ne pas vous suivre. Comment on fixe la date de fin? Là, les trois marqueurs qu'on a, ouais. Celui du milieu, j'imagine. Donc ça, c'est la deadline. Voilà. Aujourd'hui, on est ici. Et ça, c'est la date prévue de livraison. Pour du backlog saisie ici.